Méditerranée est un cimetière de l'air. Ouvrez les frontières. Et qu'est-ce qu'on veut? Des logements. Pour qui? Pour tous. Quand ça? Maintenant. Et qu'est-ce qu'on veut? Des logements. Pour qui? Pour tous. Quand ça? Maintenant. Bon, je suis ici, ça fait bientôt un mois. J'ai fait 3 mois en Espagne, j'ai fait ici un mois. Je suis venue le 21 novembre. J'ai resté là-bas 3 mois pour faire connaissance, pour m'en sortir, mais c'était impossible. Je prenais des cours, mais j'arrivais pas. J'ai tout fait, mais j'arrivais pas à comprendre la langue. C'était une catastrophe. Quand je pars à l'hôpital, il faut que je répète les mots pour que quand je suis devant l'infirmière, je puisse l'expliquer. Tu ne comprends pas la langue. Si tu es malade, tu ne peux pas. Parce que c'est pas chaque jour que les gens ont le temps de t'accompagner, tu vois. Du coup, tu es obligé de partir tout seul avec ton enfant. Tu ne peux pas t'exprimer. Même si tu fais moins de gestes, ils n'arrivent pas à comprendre. Ça aussi, c'est un autre problème. Même s'ils comprennent, il fait comme s'il ne comprend pas ce que tu veux expliquer. Tu vois, je me sens un peu seule parce que je suis la seule sénégalaise. Des fois, je veux causer avec des personnes pour me faire des amis, mais c'est un peu compliqué parce que les Guinéens qui sont ici, ils n'ont pas chaque jour le temps pour être avec moi, tu vois. Et des fois, ils sortent. Ils ont leur programme, tu vois. Je me sens seule, je suis là. Des fois, je monte dans la cuisine collective. Oui, pour prendre un peu d'air. C'est là que je rencontre certaines personnes. Des fois, je sors, je suis mon programme parce que je suis un demandeur d'asile. Des fois, j'ai des rendez-vous, je sors. Du coup, des fois, je me balade avec mon enfant pour connaître un peu la ville. Dans certains quartiers, je reste là-bas 2 heures, des fois 3 heures de temps, après je reviens pour changer. Pour lire les papiers par exemple, est-ce que tu as des problèmes parfois à comprendre le langage administratif? Oui, ça va, parce que si tu parles là-bas, eux-mêmes vont t'expliquer. Ils t'expliquent après, avant de te donner les papiers, ils t'expliquent après. Du coup, ils te donnent les papiers pour signer. Avant de signer même, ils t'expliquent qu'est-ce que ça veut dire, les mots. Il y a certains mots que tu ne peux pas comprendre des fois, tu vois. En septembre, donc le 12 septembre, il y avait le collectif Sans Papiers du coup qui s'est retrouvé un soir avec une famille qui n'avait pas de logement. Suite à ça, se sont enchaînées donc plusieurs occupations dites amies. On s'est dit c'est bien, mais ça fait 1 mois et demi à peu près que ces gens en fait ils sont trimballés de lieu en lieu. Des fois c'était pour 1 semaine, mais des fois c'était pour 3 jours, tout ça, donc il fallait déménager toutes les affaires à chaque fois et pour tout le monde c'était épuisant. Et du coup, on a décidé le 14 octobre du coup de fonder un nouveau groupe qui s'appelait le Groupe Logement 14 octobre, dont le but était d'ouvrir un squat pour offrir un lieu de vie un peu plus, pas forcément périn, mais avec plus de longueur pour que ces gens ils aient le temps justement de se poser et d'être un peu au calme et avoir une vie normale pour changer un petit peu. Donc l'occupation au niveau légal, on est arrivé en disant on veut faire une réquisition citoyenne. Ce qui n'était jamais que l'ouverture d'un squat, mais faite publiquement. Habituellement, les groupes qui ouvrent des squats, en général, ils servent de la période des 48 heures qui réclament après une procédure judiciaire pour expulsion. Et du coup, en général, il y a quelques personnes qui viennent dans le lieu, qui restent dans le feutré pendant 2-3 jours, et après, le gros des gens arrivent. Nous, on voulait pas ça, nous, on voulait vraiment interpeller, et du coup, on a fait une réquisition publique. On est arrivé à 150 personnes pour prendre possession des lieux en disant ce lieu il est vide, il y a des gens dehors et du coup on en prend possession. Ce à quoi du coup Archipel Habitat, donc qui est le bailleur social de Rennes, qui s'occupe de tous les HLM, et du coup quand on est arrivé ils nous ont proposé directement de signer une convention d'occupation pour qu'on puisse rester et dans des termes légaux. C'est-à-dire qu'une convention d'occupation c'est une espèce de bail précaire qui dit vous ne payez pas de loyer mais du coup vous avez le droit de rester là jusqu'à une certaine date. Et du coup l'idée d'être ici ça permet d'avoir un point de repli pour nous après pouvoir faire des actions, pouvoir sortir, faire des actions donc contre l'État et contre la mairie, mais en étant sûr en fait de pouvoir revenir quelque part. En France, j'ai fait 8 mois en France. Je suis là à Rennes et j'habite à Rennes. Tout va bien ici, là, dans cet immeuble, tout va bien. Il n'y a pas de bagarre ni rien, on ne fait pas les bêtises ici, personne ne fait les bêtises.
Je suis les cours. Je partais suivre les cours français aussi, pour comprendre le français très bien. Depuis combien de temps tu apprends le français? Ça fait 1 mois. Et est-ce que tu apprends aussi un peu de la culture? Comment ça se passe en France, ou c'est juste la langue? Non, je suis encore certaines choses, parce que je sors avec eux, l'association, pour me montrer comment ça se passe ici à Rennes. Pourquoi tu te retrouves dans un immeuble qui a été réquisitionné et pourquoi tu n'es pas logé par la France, par l'État français, alors que tu as moins de 18 ans? Ouais, l'association, ils ont décidé qu'ils n'ont pas d'accord de l'accord de l'autre département. Le juge a décrété en fait que tu étais majeur. J'ai parti là-bas avec l'association pour voir les juges avec mon avocat. L'avocat a dit que je vais envoyer mon extrait après. Ils disent qu'ils n'ont pas d'accord aussi, notre papier, notre extrait, qu'ils n'ont pas d'accord de ça aussi, il y a ça. Sinon on envoie le papier ici et ils disent que c'est pas bon, c'est pas un bon papier, que c'est de faux papiers. Et alors tous les papiers sont des papiers. Haide, John! Să dau băși de tine! Pascal, mă, haide! Ți dau un pic așa? Da. Ce ești, mă? C'est comment la vie ici? C'est bien. Comment ça c'est bien? D'habitude tu parles un peu plus que ça quand même. Ce zicem? Popoarul și până... Elle a dit c'est bien parce qu'on est dedans dans la maison. Et comment ça se passe avec les autres enfants? Si quand elle dit que c'est trop bien, on joue, on fait des jeux. Comment vous arrivez avec les autres enfants à jouer ensemble alors que vous parlez pas la même langue? Bah, je sais pas, on parle un petit peu en français, un petit peu avec ça, comme ça, un petit peu anglais, on mélange toutes les langues en fait. On parle anglais, albanais, français, je sais pas, toutes les langues on les mélange et en fait on fait avec ça aussi. Et ça, si moi il je peux faire mieux tout ça. Peut-être là, je sais quand encore. On parle anglais, français, albanais. On dit toi tu vas là-bas, non, toi tu fais aussi avec les mains comme ça. C'est comme ça qu'on se comprend avec les enfants. Mais après il y a des enfants qui parlent un petit peu français, du coup on se comprend. Et tu parles français depuis quand? 3 ans. Et tu parles combien de langues? Français, albanais. Avant j'avais parlé allemand mais je ne sais plus parler maintenant. Ça, Joe, tu te plaît, ça je Elle sait parler albanais et anglais. Elle aime beaucoup l'école de la France. Vous allez à l'école? Oui. Elle va au collège. Et toi, tu vas déjà à l'école? Oui. J'aime bien aller dans l'école de la France. Et j'aime bien apprendre tout le français. Et j'aime bien passer toute l'école. Elle a dit que tous les Français sont gentils avec nous, les Albanais. Elle dit que la France est très jolie. Plus jolie que l'Albanie? Je m'aime beaucoup ces Chypriens. Oui. Oui? Elle dit que c'est joli l'Albanie, mais moi... Et toi? Elle est belle la France, mais quand même l'Albanie aussi elle est un petit peu trop belle que la France. Ils sont toutes les deux belles. À la fin de la journée, on va avoir le problème où il y a quelqu'un qui va... Une famille, des personnes... une famille avec des enfants, des jeunes qui vont arriver et qui vont dire bah, on n'a pas de logement ce soir, est-ce qu'on peut dormir ici? Et tous les soirs on est obligé de leur dire non en fait, parce que cet immeuble il est déjà plein à craquer. Ramener de plus en plus de personnes en fait ça met en danger potentiellement les personnes qui sont déjà à l'abri en fait. Et du coup à chaque fois on doit leur dire bah non vous pouvez pas rester, partez. Et on sait qu'ils vont dormir à la rue quoi, on essaye de leur proposer des solutions, on essaye d'appeler le 115 pour eux, mais maintenant même plus on essaye d'appeler le 115. Le 115, soit ça sonne pas, en fait à partir de 6h du soir, de toute façon le 115, soit ça sonne pas, soit quand il sonne et que ça répond, enfin ça répond, bah ils disent bah non il n'y a pas de place quoi. La mairie elle se targue d'avoir ouvert un abri de nuit, voilà, ce super abri de nuit de 30 places quoi. Je pourrais pas faire une estimation du nombre de gens à la rue parce qu'il y a des gens qui sont pas qui sont pas relevés en fait, mais
il y a beaucoup trop de personnes. En tout cas, il y en a pas 30, il y en a plusieurs centaines. Le plan grand froid là de Macron et tout ça, oui, moi je veux personne dans la rue, le préfet qui dit oui, personne ne dormira dans la rue, la mairie qui dit non, personne ne dormira dans la rue. Mais qu'est-ce qui se passe en fait au final? Il y a des gens qui dorment dans la rue en fait. Et en fait, c'est nous qui la voyons cette misère, c'est nous qui rentrons tous les soirs chez nous en nous disant bon bah aujourd'hui voilà, ok certes, je m'occupe de 130 personnes dans un immeuble, mais j'ai quand même il y a quand même 10 personnes que j'ai refusées aujourd'hui quoi. C'est pas à nous en fait de dire à ces personnes qu'on ne peut pas potentiellement les loger, et en plus loin que ça, du coup c'est à l'État et aux préfets, aux préfectures, aux mairies de prendre en charge ces gens. Là je te parle que de la question du logement, mais derrière ça il y a tout. Il y a la scolarisation des enfants, il y a les démarches administratives, les gens qui sont dublinés, les gens qui sont réfugiés, les gens qui sont demandeurs d'asile, faire toutes les procédures, trouver des avocats, aller au palais de justice tout le temps, et tout ça en français. Et là, je parle des réfugiés et des exilés, mais des gens à la rue, bien sûr qu'il n'y a pas besoin d'être exilé pour être à la rue. Nous qui avons un logement, qui sommes dans le système, en fait, on passe notre vie en fait à passer devant ces gens sans vraiment les voir, quoi. Des quoi, on voudrait bien une autre maison, si ça ferme celui-là. Parce que sinon, après, on est à la rue. Par contre, ici en France, il y a la solidarité, il y a les associations qui sont prêtes à t'aider, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui sont ici qu'il n'y en a pas en Espagne. Ma vie a un peu changé, je suis stable maintenant. Je voulais m'installer ici à Rennes. Je ne veux pas partir maintenant à un autre département encore. Je voulais rester ici parce que ici là c'est bon, il y a beaucoup de mouvements. Ça me plaît. Je me sens bien ici là, à Rennes.